ouest, malgré quelques passages nuageux qui accompagneront des averses sporadiques. Partout ailleurs, alternance de nuages et de soleil. Fin de ce journal. Prochaines informations sur France Culture à 12h30. Merci Véronique Pellerin. 9h07, on retrouve maintenant Alain Finkielkraut. Les valeurs de l'homme contemporain avec Pascal Bruckner et Jean-Claude Michéa. Concentré sur lui-même ou astreint à l'étrange impératif d'être continuellement heureux, l'homme contemporain file un mauvais coton, si l'on en croit Jean-Claude Michéa et Pascal Bruckner. Après avoir écrit L'enseignement de l'ignorance, le premier préface une réédition chez Climat de La culture du narcissisme, le grand livre du philosophe américain Christopher Lasch. Le second fait paraître aux éditions Grasset L'euphorie perpétuelle, un essai sur ce qu'il appelle le devoir de bonheur. Pour bien saisir le sens et mesurer la portée des diagnostics respectifs de Bruckner et Michéa, je voudrais leur soumettre ce fait social relevé d'abord par le Nouvel Observateur, puis par Philippe Muret dans le premier volume de son essai Après l'histoire, le changement de style des cimetières. Fini les garages à tombes et les urnes en marbre reconstituées façon pot de chambre. Voici venu l'ère de la nouvelle mort, avec ses stèles en forme de moto, ses colliers de cendres et ses urnes en forme de nounours, lisait-on dans le Nouvel Obs. Et Philippe Muret d'énumérer avec une délectation narquoise les autres réalisations de ce nouvel art funéraire. On peut voir maintenant des artistes spécialisés sculpter des cercueils luges, des pierres tombales dont surgit un point levé, des cercueils téléguidés avec roues de secours en forme de couronne, et d'autres encore qui affectent l'allure de boîtes de sardines à moitié ouvertes, et même de tombes iconoclastes dont jaillissent deux jambes de French Cancan. Il s'agit, explique l'un des artistes de cette décoiffante culture nécro, d'aider à relativiser la douleur par l'humour et une certaine dérision. Les gens se rebiffent, affirme une autre artiste impliquée. Ils veulent reprendre en main un destin dont ils se sentent de plus en plus dépossédés. On leur vole leur vie, ils se réapproprient leur mort. Cette réappropriation de la tombe et de l'outre-tombe sous le signe de l'hilarité, cette mort qui rigole ou qui se gondole, est-ce l'ultime conquête d'un devoir de bonheur que rien n'arrête, pas même le néant? Pascal Bruckner. Alors j'avoue que ces exemples me laissent évidemment pantois. On les dirait tirés d'un film des Marx Brothers s'ils avaient fait un film aujourd'hui. Mais au fond, ça ne m'étonne pas parce que nous oscillons vis-à-vis de la mort entre le dégoût et la dénégation. Le dégoût, c'est un peu l'ère victorienne qui cache les morts parce que leur putréfaction est indécente et donc la maladie et la mort doivent être dissimulées au regard des vivants. Et l'ère contemporaine, c'est plutôt la dénégation. Soit la mort n'existe pas, donc il faut la gommer de nos vies, soit au contraire, si elle existe, elle est sympa. C'est la mort joyeuse. C'est celle que, par exemple, qu'on retrouve dans les livres de Marie de Henzel, qui nous explique qu'elle accompagne les mourants, ou bien d'Elisabeth Kubler-Ross, parce que c'est pour eux un moment de joie merveilleuse, et que donc la mort est intégrée dans cette grande obligation d'euphorie qui est, me semble-t-il, une des formes modernes du devoir. Alors, par devoir de bonheur, moi je pense que le devoir de bonheur est comme le disait Chesterton, c'est une idée chrétienne devenue folle. C'est-à-dire qu'au fond, jusqu'à la Révolution française, on a vécu sous l'obligation du salut. Un chrétien se devait de remplir un certain nombre d'obligations pour gagner son paradis. Et ensuite, une fois arrivé à destination, si l'on ose dire, il pouvait goûter toutes les béatitudes, lesquelles, nous assuraient les théologiens, dépassaient de beaucoup les misérables plaisirs que l'on pouvait goûter sur terre.
Et puis évidemment avec la Révolution française et le XVIIIe siècle, tout ça s'est renversé. On a ramené le paradis du ciel sur la terre. C'est la fameuse phrase de Voltaire, le paradis terrestre est là où je suis. Et le droit au bonheur a été durement conquis au XIXe et au XXe siècle, souvent de façon très politique aussi. Et puis, il s'est passé une cassure dans les années 60. Tout d'un coup, ce droit au bonheur est devenu devoir de bonheur. Alors, comment est-il devenu devoir de bonheur? À mon avis, sous l'effet de deux phénomènes. C'est que d'une part, le capitalisme lui-même est devenu un capitalisme de la consommation et non plus de la production. Et donc, il exige désormais que nous jouissions, que nous manifestions sans entrave toutes les envies qui nous traversent pour pouvoir acheter de la marchandise. Et puis, la deuxième raison, c'est que l'individu lui-même s'est libéré de toutes les entraves traditionnelles, communautaires, qui le retenaient encore. Et l'individu, désormais, n'est plus séparé par rien de son propre bonheur. Et donc, si plus rien ne sépare l'individu de son bonheur, il est à lui-même le seul obstacle, le principal. Et donc, il doit travailler à cette euphorie. Et il est coupable s'il n'est pas heureux. Sans quoi il est perdu. Jean-Claude Michéa, la même anecdote. Alors, je ne sais pas vous si on inspire peut réinscrire cette culture nécro dans le devoir de bonheur. C'est possible, mais en tous les cas, il est certain qu'on peut la réinscrire dans ce que Lasch appelle le narcissisme. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que ce cimetière tel que vous le décrivez? Jusque-là, la mort était, dans les sociétés traditionnelles et même dans la société moderne pendant très longtemps, l'un des rares moments où l'individu était capable de quelque chose qui serait le don. Le plus rapace des capitalistes pouvait rédiger un testament dont il ne profiterait pas à la mort de son fils. On pouvait préparer le mot de la fin, on travaillait sur ce qu'on avait à transmettre. Et tel que vous décrivez ce cimetière, je constate qu'au contraire, ce ne sont pas des gens qui ont quelque chose à transmettre à l'autre, mais qui continuent à avoir un besoin obsessionnel de parler d'eux, de faire l'intéressant et d'attirer l'attention, jusqu'après leur mort. C'est-à-dire un narcissisme post-mortem, hein, beaucoup plus que quelque chose d'autre. Alors, évidemment, ça me renvoie en 30 secondes au thème de Lasch, parce que le narcisse, c'est cet individu qui est en apparence, qui prête une attention à lui-même, qui pourrait être prise comme de l'amour de soi. Et ce que la psychanalyse nous apprend immédiatement, c'est que le narcisse est au contraire celui qui ne s'aime pas, et à partir de là ne peut pas aimer les autres et donner. Et ça me permet de rebondir un peu sur ce que vient de dire Pascal Bruckner, parce que dans ce livre qu'il a écrit, auquel je souscris sur bien des points, il y a parfois une ambiguïté, mais qu'il corrige à certains moments, mais il faut qu'elle soit bien claire, c'est que, il le dit très bien lui-même, la culture moderne semble hédoniste, mais je suis assez d'accord pour dire, et je crois que Pascal Bruckner le corrige très souvent, c'est un ersatz d'hédonisme, hein. C'est ce que dit Lasch, l'hédonisme actuel n'est pas né de la poursuite du plaisir, mais de la guerre de tous contre tous, et il n'a pas du tout le même sens que l'ancien plaisir, mais je crois que Pascal Bruckner le dit déjà. Alors, justement, là je voudrais m'arrêter un instant sur ces deux diagnostics pour voir s'ils convergent. En tout cas, on peut en effet interpréter cette euphorie funèbre, si j'ose dire, à la fois en termes de devoir de bonheur, en termes de narcissisme. Il me semble pourtant que, il y a une contradiction entre les deux. Je crois que notre société, elle induit le narcissisme parce que c'est une société fondée sur la concurrence, une société des individus, au sens que Tocqueville puis Louis Dumont ont donné à ce terme. Autrement dit, une société dans laquelle l'individu ne se définit plus par son appartenance. L'appartenance, elle est là, mais elle ne vous donne pas votre être. Votre être, vous devez le construire vous-même. Vous en êtes responsable. C'est la phrase de Sartre. On est condamné à la liberté, on est condamné à être libre. Donc il faut se faire soi-même, et la naissance n'est d'aucune protection. Moyennant quoi, on est soumis à un idéal du moi dont la pression ne se relâche jamais. Si le Prozac est un peu le médicament emblème, c'est pas tant parce qu'il s'agit d'être toujours heureux, c'est parce qu'il s'agit de vivre avec ce stress permanent d'une remise en jeu perpétuelle, surtout pour ceux qui appartiennent aux élites, c'est-à-dire à des professions exposées, qu'il s'agisse de la profession d'écrivain, de professeur, d'avocat, de médecin, etc., etc. Donc il me semble qu'on est condamné au narcissisme
quand on vit dans une société des individus, mais être narcissique en ce sens-là, avoir à toujours donner des preuves, c'est évidemment faire le deuil du bonheur. Est-ce qu'il n'y a pas donc là une contradiction essentielle? Est-ce qu'on peut être dans une société du bonheur quand on vit dans une société des individus? Pascal Bruckner. Ben oui, je crois qu'effectivement, c'est la grande énigme de cette société qui ne cesse de parler de jouissance, de plaisir, de bonheur. D'abord, qui en parle de façon tellement frénétique que chaque fois que l'on est dans une situation de plaisir, justement, on se demande si finalement on y est vraiment. Suis-je si heureux que ça après tout? Et puis qui, surtout, met les individus en état d'insuffisance permanente par rapport à une norme que les médias leur rappellent, que les autres aussi le rappellent en permanence. Je crois qu'effectivement, si on peut donner comme condition du bonheur l'état d'insouciance, un moment d'insouciance où l'on met les tracas entre parenthèses, où l'on peut jouir de soi et des autres sans se soucier du qu'en dira-t-on de l'apparence, alors c'est vrai que l'idéal du bonheur qui nous est proposé aujourd'hui et qui n'a plus rien à voir avec le bonheur des romans de gare, le bonheur rose, la littérature facile. Aujourd'hui, l'image du bonheur, l'image prédominante, c'est une image dynamique, c'est une image énergétique, c'est une image de battant. Et alors, bien sûr, quand on veut être un battant et qu'en plus on veut exsuder, transpirer le bonheur à longueur de journée, eh bien, on s'astreint à une sorte d'effort sur soi-même qui ne peut pas souffrir le moindre instant de relâchement. Et finalement, on le voit très bien dans tous ces médias dont nous sommes abreuvés, qui aujourd'hui sont à la fois masculins et féminins, où tout s'énonce sous la forme de l'impératif. C'est toujours perdez votre bide, maigrissez, bronzez, jouissez. Ça n'est jamais sous la forme du bonheur comme étant une des possibilités de l'être humain. Oui, mais il y a quand même un autre problème, parce que quand bien même on se libérerait de cette obsession du bonheur, cette société des individus, cette société des égaux, mais E-G-O-S, en compétition constante les uns avec les autres, elle se traduirait par une course éperdue du moi vers un idéal du moi qu'il ne rejoint que de manière fugace, et elle se traduirait donc par cette sorte de remise en jeu perpétuelle. Et donc c'est là qu'il me semble que le narcissisme entendu en ce sens est plus caractéristique de notre société que les conseils de bonheur qui peuvent être distribués ici ou là, qui peuvent être quelquefois d'ailleurs comme des moments de grâce ou de consolation en disant à des gens, ben voilà, prenez une récréation parce que c'est trop dur. C'est vrai que la vie dans un monde de compétition permanente, elle est terriblement dure, non? Oui, c'est vrai, sauf que dans cette compétition, dans cette course effrénée vers l'apothéose du moi, ce qu'on nous promet, c'est le bonheur. C'est-à-dire que le bonheur, c'est un peu la synthèse miraculeuse qui devrait couronner à la fois la réussite sociale, professionnelle et familiale. Et malheureusement, on tue le bonheur par les moyens mêmes par lesquels on essaie de l'approcher. Jean-Claude Michéard, sur ce thème. Narcissisme et bonheur, narcissisme ou bonheur? Alors, il faut distinguer plusieurs choses. Si on en revient à l'analyse du narcissisme tel que Lasch l'a décrit et à laquelle je souscris sur ce point, ce qui est intéressant, c'est que, là on est tout à fait d'accord avec Pascal Bruckner, Lasch assigne comme cause au développement du narcissisme ce qu'on a appelé, lui-même ne reprend pas le mot à son compte, le déclin du surmoi, c'est-à-dire que la société, plus elle se développe, et pour une société moderne, plus elle travaille indéfiniment à sa propre modernisation, plus elle travaille à émanciper l'individu de toutes les tutelles traditionnelles qui sont des obstacles à son atomisation et sa mobilité. Et naturellement, on assiste par là au déclin des figures traditionnelles de l'autorité, dont la plus célèbre est évidemment la figure du père. Or, tout ce que soutient Lasch, c'est que ce déclin du surmoi est apparent et que lorsque les figures de l'autorité comme celle du père disparaissent, ce qui advient, ce n'est pas la magnifique liberté que célébraient les disciples de Reich ou les disciples de Vaneigem, c'est au contraire une sorte de renforcement du surmoi dans ce qu'il a de plus archaïque, les figures sévères, féroces qui engendrent la rage et la peur, préoedipiennes, dit-il, et qui fait qu'au fond, c'est l'histoire du retour du refoulé. Plus nous supprimons l'autorité sous sa forme
qui dit la loi, plus elle revient sous des formes sauvages et perverses, et, entre autres, sous la forme du contrôle thérapeutique par les experts. Sous ce rapport, il y a une formule remarquable d'un Américain qui s'appelle George Trow, qui a écrit en 1980 dans un livre qui s'appelle Contexte sans contexte, qui a été traduit en français. En l'absence d'adultes, on est contraint à faire confiance aux experts. Ça décrit très bien ce qui s'est passé dans la société moderne. À partir du moment où on a détruit un certain nombre de figures de la loi et du symbolique, ce qui advient, ce n'est pas la libre anarchie, c'est une autre forme de contrôle et une domination peut-être plus grande. Pascal Bruckner. Oui, ça, je trouve ça très fort dans le livre de Lâche, c'est justement la manière dont il montre comment la disparition du surmoi finalement répand dans la société toute une violence qui était autrefois contenue dans des rituels. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment la disparition des figures d'autorité fait qu'aujourd'hui la moindre manifestation d'autoritarisme est dénoncée comme étant d'un insupportable fascisme. Et je crois qu'on pourrait aussi lire à travers l'analyse de Lâche l'extraordinaire fascination malsaine que suscitent les films policiers de plus en plus violents, les films d'horreur, et aussi ces phénomènes qui frappent certaines bandes d'adolescents de violence inaccoutumée, inexpliquée, qui explosent comme ça, et qui peut-être sont les conséquences de cet abandon du surmoi. Mais, disons, sans épouser nécessairement la généalogie ou l'analyse que fait Christopher Lâche, est-ce qu'on ne peut pas dire simplement que l'inquiétude, l'insomnie et l'obsession de soi sont le prix à payer pour l'autonomie? C'est-à-dire le passage de l'hétéronomie à l'autonomie, comme c'est ainsi qu'on désigne l'irruption de la modernité. Est-ce que c'est pas ça? C'est-à-dire, à partir du moment où je suis autonome, je dois répondre constamment de ce que je fais devant d'autres et devant moi-même. Donc je me replie aussi sur moi puisque je suis dans cette espèce d'inquiétude perpétuelle. Et est-ce que c'est pas... donc, n'y a-t-il pas un lien, plus simplement, entre narcissisme et autonomie? Ça, c'est en gros la thèse d'Alain Ehrenberg dans la fatigue d'être soi. Et cette thèse, qui, au niveau descriptif, rend intelligible beaucoup de faits, me paraît néanmoins erronée dans son principe. Là, je reste sur les bases de Lâche, qui dit que, justement, le narcissisme ne se développe pas lorsque l'autonomie du sujet devient très grande. Ça, c'est dans son fantasme. Jamais nous n'avons été aussi autonomes dans le fantasme, mais jamais, dit-il, nous n'avons été aussi soumis et dépendants dans notre vie quotidienne qu'à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que plus l'autorité décline, plus la domination se renforce, et notamment, ça se voit à travers le fait, dit-il, que les gestes les plus quotidiens d'une vie, élever un enfant, éduquer, etc., sont devenus des actes qu'on ne peut plus accomplir sans le secours d'un pédiatre, d'un conseiller conjugal, d'un expert correspondant. Ce qui ne s'est passé, c'est donc pas le triomphe de l'autonomie. Il dit d'ailleurs d'une manière assez remarquable à un moment, il dit que le narcissisme ne se développe pas dans le cadre d'une affirmation triomphale du moi, mais dans le cadre de son effondrement, et que les romanciers modernes racontent la désintégration du moi, et non pas sa promotion impériale. C'est ça qui est intéressant. Si on voulait prendre un exemple qui nous ramène à la politique, en étudiant ce qu'est la transformation des rapports de travail depuis 30 ans, bon, je suppose qu'on pourrait dire que le texte qui symbolise le compte-rendu de l'exploitation dans les années 70, c'est le livre de Robert Linhart, L'établi, où vous avez des figures traditionnelles d'oppression, d'exploitation, le contremaître. Maintenant que nous sommes passés au management participatif, que les échelons de la hiérarchie et son autorité ont été diminués, que désormais la gestion se fait sur le modèle des cercles de qualité, du travail en commun, en équipe, sur des projets, etc. Qu'est-ce qu'on constate? Il suffit de lire des livres comme ceux de Filonenko au carrefour du développement, les livres sur la souffrance en France, de Desjours, l'entreprise barbare, le harcèlement moral. Jamais finalement la domination de l'individu et le manque d'autonomie n'a été aussi grand que dans le travail moderne, où les frontières même de cette autonomie, qui était la différence entre la vie professionnelle et la vie privée, fuient de tous les côtés, au moment même où l'autorité décline. C'est ça le paradoxe de Lâche, auquel je souscris, le déclin de l'autorité de ces figures traditionnelles, rendu possible par le développement du capitalisme, s'accompagne d'un renforcement de notre dépendance et au contraire de notre hétéronomie. Bien, alors là, je voudrais en revenir à cette idée d'un devoir de bonheur, Pascal Bruckner, et tout à l'heure, je reviendrai aussi sur la question de l'autonomie, notamment à l'école.
parce que vous avez dit brièvement, vous avez relaté brièvement l'histoire de cette idée de bonheur, idée chrétienne devenue folle. Et il me semble que l'émergence des temps modernes pourrait être décrite aussi bien comme la répudiation par la pensée et par la philosophie du thème du bonheur. Parce que c'était les anciens qui faisaient de la philosophie un exercice spirituel, un mode de vie et pas simplement une manière de conceptualiser ou de théoriser. Pierre Hadot nous l'a redit récemment, c'est les anciens donc pour lesquels la philosophie formait au métier d'homme et pour lesquels il s'agissait par la philosophie d'accéder à la vie bonne. Cette recherche de la vie bonne, elle a été abandonnée par les modernes. Elle a été abandonnée par la pensée libérale, sous ces deux versions. Il y a deux versions, pourrait-on dire, du paradigme libéral. La première consiste à dire il n'y a pas de vocation naturelle de l'homme. Chaque homme a son idée de la vie bonne, donc la philosophie politique, notamment, doit se faire purement procédurale. Non plus une règle de vie, mais une règle du jeu. Et puis, deuxième version, la version économiste, et c'est celle dont parle un peu Tocqueville, c'est-à-dire le rabattement du bien-vivre sur le bien-être. Une société littéralement habitée, aimantée par la passion du bien-être et au risque, dit Tocqueville, d'oublier les autres aspirations humaines, celles que l'Antiquité nous a léguées. Donc c'est une double objection que je suis amené à vous faire, non pas devoir mais passion du bien-être, et peut-être à travers cette passion, dont nous sommes tous, d'une certaine manière, les protagonistes, un oubli du bonheur. Oui, c'est une objection intéressante. Non, non, mais c'est une vraie objection. Je pense que d'abord, la modernité a entretenu une confusion et entretient une confusion permanente entre bien-être et bonheur, qui sont évidemment deux choses totalement différentes. Et je pense que nous vivons évidemment sur le triomphe de cette confusion-là, et qui met l'économie au principe de tous les bienfaits de l'humanité. Et c'est tellement vrai que le Club de Rome avait imaginé le BNB, le bonheur national brut, pour remplacer le PNB en croyant faire une véritable révolution politique, que tous les médias, tout le monde chante les vertus de la croissance comme si elles devaient miraculeusement rétablir demain le moral de l'humanité. Alors je crois que ce qui s'est passé dans cet oubli du bonheur, c'est que l'idée de bonheur a été récupérée par un certain nombre de philosophies, notamment la philosophie du développement personnel, un certain nombre de thérapies qui se sont développées, qui ont émergé aux États-Unis. Je pense à Abramson et l'école des Salènes, puis le CRIPRIMAL, le Rebirth et toutes ces thérapies qui finalement ont voulu conjuguer deux choses, à la fois le bien-être matériel et puis le développement de la personnalité vue comme une sorte, ma petite entreprise. C'est-à-dire, je suis à moi-même mon manager, ma petite entreprise, et on entend des gens vous dire aujourd'hui qu'ils gèrent leur malheur, ce qui évidemment est hallucinant. Comme si on gère énormément de choses. On peut gérer sa mort aussi, donc comme on le voyait tout à l'heure. Et alors je crois que c'est ce côté-là de développement personnel en vue de maximiser ses potentialités, ce qui est d'ailleurs directement issu de la philosophie utilitariste, qui ressort plus proprement du bonheur. Mais évidemment, on ne dit jamais à quel moment on est véritablement dans le bonheur, parce que précisément, une des caractéristiques du bonheur, c'est que c'est un sentiment évanescent, fugitif, capricieux, et qu'on ne peut pas le commander comme on commande un repas. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'avant d'être un devoir, un impératif, une loi, une injonction, il s'agirait d'une passion. C'est-à-dire comment, évidemment, la question étant de savoir comment et pourquoi cette passion du bien-être, de la santé, eh bien, elle se vit, elle s'expérimente comme un devoir constant, auquel d'ailleurs nous avons donné, notre génération, une forme particulière qu'on pourrait appeler le devoir de jeunesse. C'est avec nous, les 68 arts, que la jeunesse est devenue... a acquis la puissance de dicter et d'incarner les normes, de fixer les buts et les valeurs, de justifier et d'inspirer l'action. Je cite ici une phrase d'un livre d'un essayiste québécois, un livre remarquable, La génération lyrique, donc de François Ricard, paru chez Boréal et malheureusement non encore publié en France. Donc,
on a vu, nous, enfin on l'a vu et même on l'a pratiqué, cette transformation, c'est-à-dire cette irruption de la jeunesse comme centre de tout. Et donc, à partir du moment où on vieillit, cette étrange injonction, rester jeune, ne pas vieillir. Donc, il y aurait d'ailleurs un lien à faire entre cette passion qui glisse au devoir et ce trait essentiel de la modernité que serait le refus de la finitude. Hein. Si bonheur il y a aujourd'hui, c'est toujours comme une protestation contre la finitude, il me semble. Vous seriez d'accord avec ça? Oui, je pense qu'effectivement, le bonheur est une passion que je me dois à moi-même. C'est-à-dire que c'est un droit auquel je n'ai pas le droit de me soustraire. Donc nous avons tous les droits aujourd'hui, sauf de ne pas être heureux. Et effectivement, l'incarnation de toutes les perfections humaines ont été placées dans la jeunesse. Et d'ailleurs, il est remarquable de constater que le jeunisme, en tant que philosophie de la vie, triomphe au moment même où les sociétés occidentales vieillissent. C'est-à-dire au moment où les sociétés occidentales refusent, enfin en tout cas se reproduisent moins qu'avant, cherchent vainement l'immortalité, et où la jeunesse devient le modèle absolu de tous les âges, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus que des juniors, les seniors n'étant que des copies un peu fatiguées et un peu alourdies des jeunes. Et donc, effectivement, cette passion du bonheur, cette passion de voir, car au fond, les deux vont de pair, triomphe dans la jeunesse et surtout, et même l'enfance, car au fond, c'est l'enfant aussi qui triomphe, prise comme un absolu. Jean-Claude Michéard. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Pascal Bruckner. Je crois qu'on peut éclairer un peu le débat en signalant qu'il le fait lui-même dans son livre. Tout au long de son analyse, il oscille entre deux visions du bonheur, une vraie et une fausse. Un vrai bonheur et un ersatz de bonheur. Nous sommes à l'âge de l'ersatz, disait William Morris dans une conférence célèbre. Et j'ajoute avec Debord que la modernité a l'habitude, comme il disait, de donner aux nouvelles souffrances le nom des anciens plaisirs. C'est-à-dire que ce qu'on appelait le bonheur dans la philosophie antique et ce qu'il est tenu de devenir dans une philosophie moderne et progressiste, ce n'est pas du tout la même chose. Pascal Bruckner écrit quelque part, c'est une formule à laquelle je souscris, qu'il peut y avoir des politiques du bien-être, j'ajoute qu'il doit y en avoir, mais qu'il ne peut pas y avoir une politique du bonheur. Le problème, c'est que la modernité, dans sa figure progressiste dominante, ne peut pas ne pas proposer une philosophie du bonheur pour une raison très simple. C'est que si nous appelons modernité ces sociétés qui se sont fondées sur l'hypothèse impie, disait Grotius lui-même, Grotius disait dans Le droit des gens, supposons que Dieu n'existe pas et que les affaires humaines puissent être gérées sans lui. Qu'est-ce qui se passerait? Ces sociétés qui se veulent organiser sans recevoir leurs principes d'une source transcendante, c'est cela les sociétés modernes. Alors le problème se pose sur quelle base, dès lors, les organiser, puisque leurs principes, ils ne les reçoivent pas. Or, la réponse, qui n'était pas la seule possible, est il faut les reconstruire rationnellement, par la volonté, et désormais, on est conduit à cette idée que le progrès, c'est le triomphe intégral de la raison, et qui dit raison, dit méthode. Ça veut dire combinaison de moyens pour parvenir à une fin. Ça veut dire qu'à tout problème humain, dans une société moderne, il doit y avoir une solution, une méthode et un remède. Donc il y a une méthode pour être heureux, une méthode pour être un bon parent. La Fédération des parents d'élèves, la FCPE, intitule maintenant parents d'élèves un métier, c'est ce qu'on appelle la professionnalisation. Être heureux devient un métier à temps complet, comme mourir, gérer, etc. Et à partir de là, il est clair que si le bonheur relève, et là je suis tout à fait d'accord avec Bruckner, d'autre chose qu'un calcul stratégique, qu'un calcul des plaisirs et des peines et d'une recherche de la bonne méthode, l'idée d'une politique du bonheur est un non-sens dans son principe et est vouée à l'échec. Alors, oui, mais je voudrais quand même insister sur l'un des caractères de cette obsession actuelle du bonheur, ou de la forme prise dans la modernité par l'idée de bonheur, c'est la grande misère de ce bonheur-là, c'est-à-dire sa grande pauvreté spirituelle, intellectuelle. Après tout, les gens heureux, on les voit. Il y a des journaux People où on les voit chaque semaine. Admettons, c'est Paris Match. Or, on a quand même le sentiment que le bonheur est absolument associé, pour nous, avec la piscine. Autrement dit, les gens heureux sont dans une piscine en maillot de bain. Nous avons tous eu la chance d'aller à la piscine, quelquefois même de louer des maisons avec des piscines privées. Nous savons quand même que l'on peut être
heureux autrement. Et là, ça m'a fait penser à une réflexion, et je m'excuse de la citer à nouveau parce qu'on va vraiment considérer que je suis complètement gâteux, mais une réflexion d'Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne, où elle dit que dans notre société qui est égalitaire, il n'y a plus de classe, plus d'aristocratie politique ou spirituelle qui puisse provoquer une restauration des autres facultés de l'homme que la faculté de travailler. Et donc, il y a, vous voyez, le travail, à quoi s'oppose le repos, la jouissance, la consommation. Et elle dit ceci, il ne reste que quelques solitaires, même parmi les intellectuels, pour considérer ce qu'ils font comme des œuvres et non comme des moyens de gagner leur vie. Ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail, c'est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste. On ne peut rien imaginer de pire. Et en effet, du côté de l'élite, donc le bonheur, c'est en maillot de bain et dans l'eau, et du côté du peuple, c'est les 35 heures, avec le reste voué à quoi? Voué à l'industrie culturelle. Donc, à l'idée de devoir de bonheur, je voudrais opposer, peut-être pour la compléter, l'idée d'un certain rétrécissement, d'une certaine misère, d'un certain manque d'imagination du bonheur contemporain. Oui, alors que ce bonheur soit triste, je dirais même qu'il soit infernal, c'est évident, puisque d'abord il est vécu comme un travail, c'est un labeur permanent que chacun doit exercer sur lui-même, et en plus qu'il doit exposer face à autrui, car il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres le sachent, et qu'ils le sachent de manière éclatante. Donc le bonheur qui m'habite, je l'expose, et je l'expose même au risque de brûler les autres. Mais je pense qu'en réaction à ce bonheur officiel, d'ailleurs dans la presse dite people dont vous parlez, il y a deux choses. Il y a à la fois ces gens que l'on montre au bord des piscines ou avec leur voiture, avec leurs conquêtes amoureuses, parce que l'amour maintenant est évidemment annexé aussi au domaine de l'ostentation heureuse. Il y a une autre presse que l'on appelle plus trash, comme... bon, je ne citerai pas de nom, mais qui montre justement les heureux tomber de leur piédestal. C'est comme si à la fois on avait les gagnants, et puis les gagnants le lendemain quand ils sont tombés dans l'eau de la piscine et qu'ils se ressortent dégoulinants et accablés du même malheur que les autres. Mais je crois que contre cette image dominante du bonheur, qui est évidemment terrible, il y a une revendication des bonheurs populaires. Je pense au livre de Pierre Sansot, Les gens de peu, qui est une réhabilitation de tous les plaisirs simples, le pliant, la pêche, la kermesse, toutes ces choses-là dont on a beaucoup ri. On peut aussi rire du livre de Delerme, qu'on peut trouver ridicule, mais qui est aussi une manière de dire il n'y a pas que ce bonheur majuscule qu'on nous vend de façon terroriste, il y a aussi dans la vie d'autres manières peut-être de bien vivre sans pour autant l'afficher de façon ostentatoire. Et aussi bête quand même, que, encore une fois, la piscine... Aussi bête, mais ça marche bien, ça marche. Oui, mais là, je crois que... Enfin, il me semble que vous avez des choses à dire sur ce thème du bonheur des gens de peu, parce que c'est un des motifs que l'on retrouve dans ce que vous écrivez, Jean-Claude Michéa, hein, ce divorce entre l'élite et le peuple. Oui, vous parlez à un moment donné dans l'enseignement de l'ignorance du changement qui s'est produit entre Guignol et les Guignols de l'info. Guignol, c'est le peuple qui se moque de la haute, et les Guignols de l'info, c'est la haute qui se moque du peuple, à travers Virenque, par exemple, ou d'autres. Donc, je voudrais que vous poursuiviez dans ce sens. Il est certain que le danger de la manière dont on a un peu abordé le débat en parlant de l'homme contemporain, c'est évidemment d'oublier, il faut réintroduire les dimensions sociales et sociologiques, que l'homme contemporain, c'est une figure imaginaire, et que cette société est évidemment, et plus que jamais, je sais que c'est très archaïque de le signaler, divisée en classes. Et ça, c'est justement l'intérêt du dernier livre publié avant de mourir de Christopher Lasch, La révolte des élites, de montrer cette sorte de sécession. Que vous avez également préfacé aux mêmes éditions Climat. C'est un livre dont d'ailleurs on a pu dire, je crois Gilles Torchman, qu'il était sorti dans un silence assourdissant, parce que c'était un livre dont justement l'idée fondamentale était celle d'une scission, enfin de la sécession des élites mondiales qui se repliaient dans une représentation d'elles-mêmes, une vie en réseau et un champ de valeurs qui leur était propre et qui était tel que, si l'on veut, chaque élite de chaque
nation était beaucoup plus proche de ses équivalents de Tokyo, Hong Kong, Berlin, Pékin, Moscou, que des hommes ordinaires de son propre pays, perçus comme des déchiens, des ploucs, des beaufs, etc. Alors ça, c'est évidemment, je suis tout à fait d'accord avec Bruckner quand il signale le livre de Sanso, Les gens de peu, qui est tout à fait extraordinaire. Là, la sociologie et le vécu que je peux avoir des classes populaires montrent qu'une grande partie des discours que nous tenons, c'est des discours un peu à usage interne de cette nouvelle élite mondialisée qui vit en réseau, qui est en Internet. On vit comme si tout le monde était branché sur Internet alors que la majorité de la population mondiale n'est déjà pas équipée du téléphone. Et si on ne réintroduit pas cette coupure fondamentale, notre analyse va effectivement sombrer dans une abstraction Oui. absurde. Non, mais alors justement, je veux bien réintroduire cette coupure, Jean-Claude Michéa, mais jusqu'à un certain point. D'abord, il faut dire, avec Hannah Arendt, que cette élite ne sait plus rien des grandes aspirations de l'âme, donc elle n'a plus rien à voir avec les aristocraties anciennes, et même une certaine aristocratie bourgeoise. Je crois qu'il y a une rupture, dont effectivement les journaux People sont l'écho. Et puis, de même que je ne suis pas toujours convaincu par l'idée de devoir, dans la mesure où il me semble que derrière le devoir de bonheur, il y a une passion du bien-être. De même, il y a un thème chez vous qui me laisse un peu perplexe, celui justement, disons, des classes dirigeantes et de ce qu'elles veulent et de ce qu'elles font. Dans votre livre sur l'enseignement de l'ignorance, vous dites que la fonction première des réformes auxquelles nous assistons, c'est la formation d'individus engagés dans la grande guerre économique mondiale du XXIe siècle. Donc le système libéral est derrière tout ça. Et dans la préface à la culture du narcissisme, vous parlez de classes dirigeantes qui ont pour premier souci de façonner une humanité nouvelle conforme à leurs intérêts égoïstes. Là aussi, je vois d'autres passions à l'œuvre que ces complots, et notamment non pas tant une passion chrétienne devenue folle, mais une passion démocratique devenue folle, à savoir la passion égalitaire. Par exemple à l'école, parce que l'école est le lieu d'une incroyable utopie. La radicalité de l'utopie contre justement cette compétition entre les êtres, contre la sanction de l'autonomie, l'idée que nous sommes tous riches, quel que soit notre âge, d'une richesse, d'un potentiel que nous devons tous pouvoir développer, que donc les notes doivent disparaître, les classements doivent disparaître, et que chacun est à tout moment l'égal de tout le monde, notamment l'élève du professeur. Et c'est l'utopie la plus délirante, l'utopie qu'on doit concevoir en termes de révolution culturelle, qu'on voit à l'œuvre notamment chez Georges Dupont-Laït, qui est le président de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, la célèbre FCPE. Il vient de publier avec une lycéenne, Perrine Corcuff, un article où il demande par exemple que la participation des représentants lycéens élus soit reconnue d'égale dignité et d'égale responsabilité avec celle des adultes, que la rénovation de la démocratie lycéenne se poursuive à tous les niveaux, de façon à impliquer les lycéens dans le fonctionnement institutionnel du lycée. Donc, les lycéens et les adultes, c'est exactement la même chose. Je vois là une passion égalitaire devenue folle et en effet une certaine idée du bonheur. L'idée utopique où, voilà, nous sommes tous des êtres, nous sommes tous des créateurs, quoi. Nous sommes tous des créateurs et c'est à la société de faire droit à notre égale créativité. Ça, je vois ce bonheur, cette poussée d'un bonheur fou et extrêmement dangereux, extrêmement terroriste, et parce que on sait à quoi il a pu mener, notamment sous l'égide de la révolution culturelle. Jean-Claude Michéa. Et puis Pascal Bruckner, sur le même thème. Bon, effectivement, pour répondre au début de la question, je reprendrai plutôt les formules de Castoriadis quand il dit « il ne faut pas comprendre les transformations du monde moderne à partir d'un complot ou d'une conspiration. En fait, tout conspire à aller dans la même direction, y compris, cela dit, les rencontres que s'organisent les maîtres du monde, qui existent aussi, c'est-à-dire que le forum de Davos n'est pas une invention, mais c'est vrai qu'il serait utopique de croire qu'il y ait derrière tout ceci des chefs d'orchestre. Je suppose que déjà, il suffit de lire la production des grands libéraux, aucun n'a la vision stratégique d'un Talleyrand et peut pousser au-delà du court terme. Lâche dit lui-même à la fin du complexe de Narcisse. Et donc, le mouvement qui impulse les transformations de la société ne doit pas se comprendre à partir de directives d'un état-major mondialisé, mais prend évidemment sa source dans la dynamique même
des transformations de la société moderne, c'est-à-dire de sociétés qui sont poussées en avant par leur imaginaire progressiste, mais je pense que l'égalité n'est pas tant, comme le dit Tocqueville, le point numéro un, elle en est l'effet. Le second, c'est plutôt un désir, un imaginaire de la liberté, perçu comme l'idée que toute tutelle, toute autorité, toute limite qui se donne à moi, tout ce qui fait que l'homme libre, à la limite, ne peut être que le self-made man, né de lui-même, homme-dieu, cosa sui. Donc il serait un nouvel Adam qui n'aurait pas eu d'enfance, dont le langage serait construit par lui-même. C'est plutôt là cet imaginaire qui fonctionne. Et à l'école, au départ, et à l'école et dans toute la société, eh bien, le simple fait que l'enfant rencontre de la part de l'adulte une limite que l'adulte exige de lui est perçu comme une sorte d'entrave à cette liberté naturelle qui est la dynamique de l'histoire, et à ce moment-là, contraire à son propre bonheur. D'où cette tentative de la société de traiter maintenant, de pousser la logique des droits de l'homme jusqu'au bout, en considérant l'enfant comme égal de l'adulte. Vous avez parlé de l'école, mais je vais quand même citer une petite anecdote. Il y a maintenant ces députations d'enfants, ces conseils municipaux. Et j'entendais l'autre jour, ils étaient reçus à l'Assemblée nationale et on interrogeait un enfant de 10 ans. Et là, le journaliste était en pleine extase d'entendre autant de maturité. Cet enfant avait visité, après avoir eu cette expérience de mini-député pendant 10 ans. Et à 10 ans, on lui demandait, bon alors, qu'est-ce que tu feras plus tard quand tu seras grand? Eh bien, moi, je vais être député-maire. C'est-à-dire que voilà la maturité qu'il avait acquis grâce à ces techniques où on lui volait son enfance pour faire déjà de lui un citoyen adulte. Il en avait retenu l'idée de la politique comme métier, source de prévente, de bénéfices, de carrière, ce qui était donc le comble de l'immaturité, puisque finalement c'est le niveau où en sont les politiciens habituels. Eh bien, le signe que lorsqu'on traite l'enfant en adulte alors qu'il est un enfant, d'abord, on viole son droit le plus grand, celui d'être un enfant, le droit à une enfance, une jeunesse et le droit de grandir. Et on fera quelqu'un qui ne pourra toute sa vie que rester jeune et jamais ne devenir adulte. Or là, je retrouve la formule de Thoreau. Quand il n'y a plus d'adultes, alors commence le règne des experts. Ça veut dire que cet homme libéré de la tutelle des adultes sera sous la tutelle des experts. Et pour en revenir à l'école, dans le moment même où la FCPE demande l'abolition de tous les clivages entre l'adulte et l'enfant, eh bien, l'école se développe sous le contrôle de ces experts supposés tout savoir, ceux des sciences de l'éducation. Oui, dans l'exemple que vous donniez à la Finkielkraut, il y a une idée qui meurt, c'est l'idée de perfectionnement, c'est la vieille idée des Lumières, selon laquelle chaque être qui naît est un être inachevé et qui doit travailler sa vie durant à s'ouvrir au monde et non pas simplement à façonner son moi. Et tout se passe comme si on faisait de l'enfant, dès la pouponnière, un être qui est tout entier ce qu'il doit être sa vie durant, un être parfait dont il faut simplement se contenter d'animer et d'exalter les pulsions créatrices. Alors ça, c'est très intéressant parce que à partir du moment où le bonheur devient le seul idéal et le seul horizon des sociétés démocratiques, tout ce qui n'est pas bonheur et strict bonheur devient alors malheur. C'est-à-dire qu'on fait comme si la vie tout entière ne pouvait se partager qu'entre ces deux états. Et à ce moment-là est assimilé au règne du malheur ce qui était traditionnellement vu comme faisant partie de l'existence, c'est-à-dire l'effort, et notamment l'effort intellectuel, et tout apprentissage, toute inculcation de connaissances à l'enfant est vue comme une abominable oppression, et les enfants se disent « mais pourquoi dois-je apprendre des matières qui de toute façon ne me regardent pas et ne me concernent en rien ?» Oui, mais on peut dire aussi que c'est la passion égalitaire à l'œuvre, le dynamisme égalitaire à l'œuvre dans les démocraties, donc une passion démocratique devenue folle, qui débouche aujourd'hui sur une mise en cause haineuse de la culture. Parce que la culture, elle discrimine les œuvres intéressantes de celles qui ne valent pas la peine, parce que l'enseignement de la culture n'est pas reçu de la même façon par tous, donc elle peut laisser des gens un tout petit peu en arrière. Tout cela aujourd'hui est refusé, et je crois justement que c'est la dialectique actuelle de l'inégalité, parce que vous pensez bien que dans la société, il y a des gens qui sont prêts à réagir à ce genre de discours. Il y a des parents d'élèves qui mettent leurs enfants dans des lycées où on n'a pas décidé l'égalité des élèves et des professeurs. Des lycées où on continue ce qu'on appelle, avec violence et avec mépris,
un enseignement conservateur. Ces parents d'élèves sont un tout petit peu privilégiés. Donc, plus on détruit l'école au nom de l'égalité, plus on entre dans une société dynastique. Donc c'est aussi un des méfaits de cette idéologie du bonheur commandée par l'égalité que précisément de créer cela même à quoi elle prétend remédier, Jean-Claude Michéa. Mais là encore, il faut remonter même à la matrice de l'imaginaire progressiste qui a changé complètement les rapports entre l'enfant et l'adulte, et ça commence avec l'un des premiers théoriciens du progrès sous une forme limitée, qui est Pascal. Avant, le principe de la transmission, c'est que celui qui est ancien transmet au nouveau, et transmettre, c'est passer le relais, c'est aussi laisser place aux jeunes, c'est s'effacer, c'est quelque chose qui est un acte qui relève donc du don. Or, à partir du moment où nous sommes dans une société dont le vecteur est le progrès de la raison, avec sa base celui des sciences et des techniques, on est arrivé à l'idée de Pascal que les anciens étaient véritablement nouveaux en toutes choses et que du coup, sous le rapport du progrès du savoir, ce sont nous les modernes qui avons la leçon à faire aux anciens. C'est évidemment Galilée qui doit redresser les erreurs d'Aristote. Et ça arrive lorsque, évidemment chez Pascal, c'est lié au domaine des sciences et des techniques, mais lorsque ça devient la loi de toute la société dans son ensemble, on en arrive à cette idée que Margaret Mead a formulée d'une manière particulièrement claire en disant « Dans la société moderne, les enfants sont les parents de leurs parents. » Et à partir de là, vous remarquez que la problématique change. Si les enfants qui représentent l'avenir, et si la vérité vient de l'avenir, eh bien, nous ne sommes plus dans une problématique de la transmission du passé vers l'avenir ou quelque chose de dit de conservé et transmis. On est dans une problématique de la rééducation, de l'adulte par le jeune. Si le XXe siècle était le siècle des camps de rééducation, si vous voyez dans les publicités modernes, de plus en plus, l'enfant a l'air désolé devant la lenteur du père ou de la mère à comprendre une technologie nouvelle, c'est lui qui lui fait la leçon pour le faire rentrer dans le monde brillant d'eux. Si on ne comprend pas que l'imaginaire progressiste est porteur d'un imaginaire de la rééducation du vieil homme par l'homme nouveau, c'est-à-dire de l'adulte par le jeune, ce qui était la matrice de tous les systèmes totalitaires, ou de ce que Orwell dit dans 1984, eh bien on ne comprend pas aussi ce qui se passe dans les sciences de l'éducation, qui sont plutôt des sciences de la rééducation. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que quand on lit la prose de la FCPE, on se dit que notre fin de siècle, elle a trouvé plus jeune que le jeune, le vieux, et plus enfant que les enfants, certains parents d'élèves. Mais, Pascal Bruckner, je vais vous poser une question qui n'a aucun rapport, mais en fait qui est liée à cette définition rapide donnée par Jean-Claude Michéa du progressisme, du mouvement de la modernité. Pourquoi vous avez choisi de faire du Dalai Lama l'une de vos cibles? Pourquoi vous en voulez tant au Dalai Lama? Je ne lui en veux pas, mais j'en fais une cible tout simplement parce que je l'ai lu. Et que il se trouve que j'ai eu un jour un débat à France Inter avec Mathieu Ricard. Je suis sorti de ce débat d'humeur, je dirais, mitigée, et que je me suis mis à lire la prose bouddhiste, à la fois le moine et le philosophe, et différents livres du Dalai Lama, pour lequel j'avais plutôt de la sympathie a priori, ne serait-ce d'abord que par antipathie pour le régime communiste chinois. Et puis je me suis rendu compte que ce Dalai Lama qui est la star du showbiz mondial, et qui est en même temps une star internationale, était devenu, peut-être à son insu, peut-être malgré lui, la proie de cela même qu'il dénonçait, c'est-à-dire la proie du système médiatico-mercantile universel qu'il feignait de vouloir corriger en apportant les lumières et la sagesse de l'Orient, et dont il était à la fois l'otage et la victime consentante. Et c'est vrai que je crois que le Dalai Lama a fait un calcul, un mauvais calcul, populariser le bouddhisme pour soutenir la cause tibétaine. Résultat, l'Occident tout entier a adopté le bouddhisme comme ersatz religieux, et la cause tibétaine est passée complètement à côté. Il y a quelques jours, je voyais à la télévision un moine tibétain qui avouait, ça fait à peu près 25 ans que nous sommes en exil, 25 ou 30 ans, est-ce que finalement nous n'avons pas fait fausse route? Est-ce que finalement, à force d'ordonner des lamas et des nonnes et des moines, il serait peut-être pas temps de changer la politique du Dalai Lama vis-à-vis de la Chine? Mais avant que Jean-Claude Michéa ne vous réponde, moi j'aurais deux remarques à faire. La première, c'est que l'alternative, est-ce que c'est les Tamouls, les tigres tamouls? Est-ce que c'est la violence que n'a pas choisi le Dalai Lama? Et puis la seconde, elle concerne quand même l'esprit profond du bouddhisme, dont on peut comprendre qu'il attire des Occidentaux mal dans leur peau de progressistes, d'humanistes échevelés. Et là, je pense par exemple à Scorsese, qui fait ce film Kundun,
et qui fait ensuite à tombeau ouvert, 2 méditations, l'une bouddhiste, l'autre catholique sur la compassion, c'est-à-dire l'oubli de soi, et puis aussi Lévi-Strauss. Vous savez, il a, dans son magnifique article sur Rousseau, il dit que dans la mise en valeur par Rousseau de la promotion en quelque sorte de la pitié, eh bien, il y a quelque chose comme une sagesse déjà contenue dans les grandes religions de l'Extrême-Orient, l'idée que l'homme disons, partage son destin avec les autres êtres vivants et souffrants, qu'il est un être souffrant comme les autres, et pas simplement un battant dont il faut affirmer la dignité exclusive sur la nature. Donc, je vois aussi cela, si vous voulez, dans l'écho que reçoit le Dalai Lama. Sur ce sujet, le point où j'aurais quelque chose à dire à Pascal Bruckner, c'est que, bon, quel que soit le problème ponctuel et précis de l'homme du Dalai Lama, par contre, ce qui est assez curieux, c'est qu'il ne faudrait pas que cette critique porte sur ce que Simon Leys appelait l'autre moitié de l'expérience humaine, qu'est la spiritualité chinoise et notamment bouddhiste, et ceci d'autant plus que finalement l'intérêt pour un critique du capitalisme, comme je suis, du bouddhisme dans sa version chinoise et japonaise, c'est de rejoindre au fond votre théorie du bonheur, parce que l'essence justement au fond des sagesses zen, taoïstes, bouddhistes, etc., c'est l'idée que pour les fins essentielles de l'homme, être heureux ou autre, la stratégie, c'est qu'il n'y a pas de stratégie, hein, c'est-à-dire l'art du non-calcul, du non-agir, de l'insouciance, qui fait que dès qu'on rentre dans un calcul, la volonté d'obtenir par une méthode le résultat qu'on le cherche, on l'éloigne. Et c'est justement ce que vous dites, par exemple, l'amoureux abandonné qui veut appliquer la stratégie classique, je vais feindre l'indifférence pour que l'autre revienne. Qu'est-ce que je montre à l'autre? Je ne lui montre pas que je suis indifférent, je lui montre que je veux montrer que je suis indifférent, soit le contraire. Et celui qui cherche à s'endormir en ne pensant qu'à comment je vais m'endormir, tant qu'il y pense, ne pourra pas s'endormir. Et donc, d'un autre côté, votre théorie du bonheur, voilà. Et donc il ne faut plus y penser, ne pas calculer la méthode. Et votre théorie du bonheur venait de là. Et je pense que c'est là, au contraire, l'un des fondements de la critique du rationalisme occidental qui est la plus intéressante à rechercher. Non, mais là, je vous approuve tout à fait. Je fais une différence fondamentale entre le bouddhisme tel qu'il existe en Asie et ce qui s'exporte ici, qui est un produit de contrebande. Je vous renvoie à un livre passionnant de Frédéric Lenoir, Le bouddhisme en Occident, qui souscrit à peu près à ces thèses et qui montre très bien comment ce qui se pratique là-bas et ce qui s'enseigne ici n'ont rien à voir. Bien, alors je dirais pour finir que le livre de Frédéric Lenoir est, je crois, publié chez Fayard, et je voudrais renvoyer à la lecture de vos ouvrages, après cette discussion qui m'a passionné. Pascal Bruckner, L'euphorie perpétuelle, essai sur le devoir de bonheur, chez Grasset, et Christopher Lasch, donc La culture du narcissisme, qui est publié aux éditions Climat, avec une préface de Jean-Claude Michéa. Et je rappelle aussi que Jean-Claude Michéa a publié il y a peu, à la même maison d'édition, L'enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Caroline Brou.